dans mon dernier livre, Comment rester serein quand tout s'effondre, qui est un livre où j'essaye d'affronter une question qui me hante depuis une vingtaine d'années et qui est une question très très difficile et paradoxalement extrêmement simple. C'est difficile parce que il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe qui est à chaque fois qu'on l'approche, hop, il échappe. Et je vais essayer d'en dire à nouveau un mot. Et ce paradoxe est celui-là. Nous est présentée la sagesse comme l'illusion, enfin comme le fait d'être calme, d'être zen. Ça, c'est dans ce que j'appelle aujourd'hui le néolibéralisme psychique. Le néolibéralisme psychique, c'est ce que je nomme la manière dont il faut aujourd'hui, il y a le néolibéralisme, c'est-à-dire l'instrumentalisation maximale, la capitalisation maximale de toute chose. Tout doit être amené à son rendement maximal, la terre, les animaux, les hommes, les choses. Et le néolibéralisme psychique, c'est comment on va potentialiser notre capital, santé, travail, comment on va en tirer le maximum. Il faut être zen pour surtout continuer à être efficace jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc là, il y a un visage de la sagesse, être calme, être zen. Chaque fois que je vais voir un médecin, il me demande « Est-ce que vous êtes un peu stressé ?» Ce qui est vraiment une phrase d'une extraordinaire barbarie, en réalité. Comme si ça existait sur cette terre un être humain qui ne soit pas stressé. Comme si le modèle, c'était un être humain qui ne serait pas stressé. C'est quelque chose d'extraordinairement inquiétant. C'est très inquiétant. S'il y a des médecins qui m'écoutent, j'ai pas le temps, quand je vais voir un médecin, de lui expliquer en détail toutes les raisons pourquoi je pense que c'est... Mais je dis toujours, quiconque veut faire quelque chose d'important dans sa vie, forcément, il est stressé. L'enfant qui apprend à marcher, c'est stressant. Donc si vous voulez pas être stressé, il ne faut pas apprendre à marcher. Et c'est pareil pour tout. Quand j'ai essayé d'écrire ce livre, bien sûr que j'étais stressé. On se demande, on est pris par quelque chose. Je me souviens du reste quand je parlais avec François Roustan, c'est ce très grand thérapeute, hypnothérapeute, je me souviens. Même c'était un cours, il faisait un cours, j'ai souvent raconté cette anecdote, il faisait un cours pour les hypnothérapeutes. Et à un moment, il dit, si, quand le patient rentre dans votre cabinet, vous n'avez pas peur, changez de métier. Il n'a pas dit, si vous avez peur quand un patient rentre, changez de métier. Il a dit l'inverse. C'est-à-dire que si vous n'avez pas peur, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à qu'il se passe quelque chose que vous ne savez pas. Vous êtes juste trop confortable et il ne se passe rien. Donc, ça, il y a ce modèle, vous voyez, il est extrêmement... on ne se rend pas compte à quel point il est extrêmement prégnant. Il faut être zen, il faut pas être stressé. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour être... Et donc, pour nous, c'est ça, la sérénité. Alors, c'est pas du tout ça. Et la chose se complique, mais comme j'expose la chose depuis, je pense que la chose se complique, c'est que c'est pas seulement ce côté grossier et un peu abject de notre temps, mais c'est aussi tout un visage de la philosophie qui a cet idéal, les stoïciens jusqu'à Spinoza, qui ont cet idéal de, par un effort de la volonté et de la raison, mettre de côté les passions, être dans un détachement souverain, ne pas être atteint par ce qui se passe. Et dans les deux cas, la sérénité est comprise comme le fait que je ne sois pas atteint
par les choses, par la vie, par le réel. Que les choses ne m'atteignent pas. Et ma conviction, c'est ça que j'essaye de penser, ma conviction, c'est que c'est la négation de notre humanité. C'est que ce projet, ce néolibéralisme chic et cette perspective philosophique sont une négation, une attaque de ce que ça veut dire qu'être un être humain. Il y a quelque chose qui est complètement barré. La philosophie, parfois, elle est un peu barrée. Et notre monde est un peu barré. Dire à quelqu'un « Est-ce que vous êtes stressé ?» c'est un peu barré. Parce que tout le monde est stressé. Alors après, on pourrait dire « Est-ce que parfois vous avez… je dis toujours, au lieu de dire stressé, dites quelque chose. Est-ce que vous avez des attaques de panique ? Est-ce que vous êtes épuisé ? Là, ça commence à faire sens. Vous voyez, on commence à rentrer dans la vie réelle. Donc là, il y a quelque chose qui est il y a quelque chose de dingue. Notre idée de la sérénité, elle est dingue. L'idée que si jamais votre enfant est gravement malade, vous êtes insensible, vous êtes dans le détachement grâce à je ne sais quel exercice de méditation ou de philosophie, mais c'est juste dingue. Il y a quelque chose de dingue. Et c'est dingue, et je crois que je m'interroge pourquoi, dès qu'on pense à la sagesse, c'est ça qui a tendance à venir, alors qu'en réalité, non seulement ça ne marche pas, puisque c'est dingue, mais en plus ça nous rend très malheureux. Parce qu'au fond, personne n'y arrive. Donc on est pris par une culpabilité intrinsèque, cet idéal de sérénité, qui est une fausse sérénité, qui nous plombe, qui est niaise, qui est fausse, fait qu'on est… Mais au fond, c'est pour ça qu'on n'est pas bien. Et là, c'est là où c'est un peu compliqué, vous voyez ? C'est là où ça demande un peu de subtilité. Parce que quand je dis si votre enfant est gravement malade, que vous soyez inquiet, c'est juste, on pourrait croire que ce que je dis est un peu triste. On pourrait croire que… Mais en réalité, il y a un soulagement très profond de reconnaître qu'être un être humain, c'est être atteint par la vie, être atteint par l'autre, être atteint par la rencontre. Qu'on n'est pas une bulle, qu'on n'est pas isolé, que ce modèle dingue, c'est l'idée qu'une fois que je serai dans un bunker, ça sera enfin le pied. Mais quand je serai dans un bunker, je ne serai plus un être humain vivant. Et on ne peut pas faire la paix si on n'arrive pas à faire la paix avec la vie. Et il y a une autre sérénité que j'essaye de penser, que je trouve malheureusement bien trop peu comprise aujourd'hui, qui est une sérénité dans laquelle on ne nie pas la vérité humaine, l'existence humaine, avec sa limite intrinsèque. Il y a une limite de l'existence humaine qui est sa beauté. Et au fond, il y a cette idée dingue, elle fait qu'on est en colère contre la vie. Et c'est ça qui est aussi pas évident à voir, c'est que notre idée, les stoïciens et le néolibéralisme psychique sont en colère contre la vie. Ils sont pris oui, c'est ça, ils sont en colère contre la vie parce que la vie, ça nous atteint et ils voudraient trouver un truc pour ne pas être atteints par la vie. Et là, alors qu'est-ce que c'est, la sérénité ? Et la sérénité, alors d'abord, il y a le premier mouvement, quelle libération, on arrête avec ce truc dingue, j'accepte d'être humain. Donc là, il y a déjà un premier mouvement. Il y a un premier mouvement, je peux m'autoriser à être humain. Et quand un enfant, je vois, ça surprend un peu, mais si votre enfant rentre de l'école et il est inquiet et angoissé, tout le monde comprend bien que
la sérénité de la situation, c'est d'accueillir son chagrin, c'est pas lui dire mais sois positif, ce qui serait une forme d'agression, mais ce qui serait serein, c'est de l'écouter, c'est de lui faire un câlin, c'est de lui donner de la place pour qu'il vous parle de ce qui lui a fait peur à l'école. Par exemple, votre enfant rentre de l'école, vous sentez qu'il n'est pas bien. Vous lui faites un câlin, vous essayez de lui parler, et tout le monde entend bien dans mon exemple que la sérénité, c'est pas dire sois positif, c'est cette attitude-là. Étrangement, ça c'est la vie, tout le monde le sait, tout le monde en fait l'expérience, et dès qu'on parle de sagesse ou de sérénité, on n'a plus aucun contact avec cette évidence concrète de la vie de tous les jours, et on part dans des trucs barrés. Et donc, le geste de la sérénité, c'est cette attitude d'écoute, de bienveillance, de gentillesse, d'attention, de ce qui est difficile, qui permet de le transformer. Et donc on peut dire, c'est ouvrir un rapport juste à ce qui se passe. Et avoir un rapport au fait que parfois quelque chose fait mal ou quelque chose grince, ça demande un art, et c'est ça la sagesse. C'est quel est cet art qui nous permet de nous relier à tout ce qui grince. Et à partir de là, c'est pas seulement la porte dans la tronche, mais c'est aussi vous faites la sauce pour la salade, vous la goûtez, il y a un truc qui n'est pas comme il faut. Vous ajustez. La sagesse, c'est comment on s'ajuste. La sérénité, c'est l'art de s'ajuster à ce qui est. Mais comment, comme notre idée de la sagesse est d'être insensible, l'art de comment s'ajuster, on n'en parle pas et il semble oublié, méprisable, sans intérêt. Et on est du coup extrêmement impuissant. Et c'est l'autre problème. Non seulement notre idée de sagesse, elle est en colère contre la vie parce qu'elle voudrait ne pas être atteinte, elle pense que le moindre incident, le moindre problème, c'est une attaque qui nous est faite, mais en plus, et c'est ça qui est encore plus perturbant, c'est qu'elle nous fait rêver peut-être, mais elle nous apprend l'impuissance. Si, quand vous recevez une porte dans la tronche et que ça vous fait vraiment mal, vous écoutez le discours habituel de la sagesse, vous allez vous dire « Ah, c'est mon ego ». Ou comme me l'écrivait quelqu'un il y a quelques jours, elle me dit vos livres m'aident et tout ça, mais en ce moment c'est vraiment dur. Je sais, vous allez me dire, il faut que j'aille voir un psychologue. J'ai répondu, vous avez là pas tout à fait bien lu mon livre. Parce que certainement pas. Vous n'avez pas besoin de voir un psychologue parce que des fois la vie est dure. Et c'est une idée, vous voyez, c'est très très trouble tout ça. Pourquoi il faudrait voir un psychologue? Parce que parfois la vie est dure. La vie est parfois dure. C'est ce que nous apprend tous les grands textes, aussi bien, là en ce moment je relis Sophocle, Molière, Shakespeare, enfin je sais pas, il n'y a pas une œuvre d'art, il n'y a pas un film qui ne nous montre pas que parfois la vie, c'est pas toujours pom pom pom. Et c'est ça, c'est très... Et donc non, il n'y a pas besoin d'aller... Mais vous voyez, comme on a cette idée, je ne devrais pas être inquiet, c'est très intéressant de creuser, dire, là c'est vraiment trop dur. Peut-être vous me dites, c'est trop dur, là j'ai plein de défis, mes enfants, mon boulot, peut-être que je devrais voir un psychologue. Vous allez me dire qu'il faut que j'aille voir un psychologue. Vous voyez, c'est je suis au fond en faute d'avoir mal. On n'est pas en faute d'avoir mal parce que le réel vous atteint. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ça que je peux réussir aujourd'hui à dire. Mais qu'est-ce que c'est donc que cette histoire? Mais ça, à partir du moment où vous dites ça, d'un certain point de vue, l'essentiel est perdu. Parce que si vous vous dites, mais non, au fond,
j'ai mal parce que je vois les choses. Parce que là, c'est dur. Bah, d'un seul coup, vous pouvez mobiliser vos forces, vous pouvez... On a l'impression que... Vous voyez, c'est ça qui me frappe. On a l'impression que si on dit « Ah ben oui, c'est dur », c'est un fatalisme, c'est une mauvaise nouvelle. Mais pas du tout. Une fois que vous dites ça, c'est comme vous goûtez votre sauce et vous dites « Tiens, là, elle n'est pas assez vinaigrée. Ben, » c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une formidable nouvelle, voir qu'elle n'est pas assez vinaigrée, vous pouvez rajouter du vinaigre. Sinon, on ne peut rien faire. Mais au fond, c'est ça. On a l'attitude dans la vie que si je goûte la sauce et que tout n'est pas parfait, c'est une humiliation. Mais non. C'est bien le plaisir de faire à manger. On goûte et on voit qu'on peut ajuster davantage. Et bien la vie, c'est pareil. Il y a des moments, il faut essayer d'ajuster davantage. J'ai lu une phrase chez Lacan. Il parle de se faire la momie de telle initiation bouddhique, pour parler de la pétrification de cette fausse sérénité. J'ai adoré. Se faire la momie de telle initiation bouddhique. J'adore. Évidemment, bouddhique, c'est pas le bouddhisme que je comprends, dont je parle, mais l'idée habituelle du bouddhisme, vous voyez, une momie. Je trouve que c'est une très belle image. La sérénité, j'ai parlé de bunker, mais l'image de Lacan est assez belle, c'est devenir une momie. C'est tout à fait bien vu. Là, c'est dur. À mon boulot, c'est vraiment dur. J'ai trop de pression. C'est dur. Je ne devrais pas sentir ça pour être serein. Comment je fais pour devenir une momie ? C'est tellement nier le mouvement de la vie. Voilà, j'espère que ça s'éclaire. On peut essayer de voir les choses, on peut essayer de le dire un peu autrement. En ce moment, avec la sortie de mon livre, je suis passé plusieurs fois à la télévision et j'ai compris quelque chose. C'est un peu naïf, vous allez dire, c'est seulement maintenant qu'il comprend ça, vous avez tous compris ça depuis longtemps, mais moi je n'avais pas très bien compris. Donc j'étais à la télévision le soir où l'annonce a été faite qu'ils allaient fermer les restaurants à Marseille. C'était il y a, je sais pas, une semaine. Et alors là, on interroge. Donc j'étais sur le plateau et on passe. Donc j'étais en phase de la situation. Je m'étais mis en rapport à la situation. Qu'est-ce qui se passe là ? On annonce avec le manque complet de savoir de communication du gouvernement, qui devrait prendre des cours pour essayer d'apprendre, pas par des coachs de communication, mais avec un peu de bon sens, que là, on se demande comment ils font pour être aussi mauvais. Et donc, on voit l'annonce qu'on ne comprend pas, tout avec ce côté complètement, mais... Enfin, c'est un autre sujet. Et puis, on voit la situation, l'inquiétude, l'incompréhension. Alors, on interroge, évidemment, la télévision interroge un restaurateur, c'était une restauratrice. Alors, comment réagissez-vous à l'annonce ? Ah, je suis très en colère, je suis vraiment très en colère. D'accord. Vous voyez, on fait notre métier, nous, sous-entendu, le sous-texte. Vous voyez, nous, médias, nous sommes dans l'information, nous écoutons les gens. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben moi aussi, je suis très en colère, je suis très en colère. Et voilà l'information. Et je me suis dit, ah d'accord. J'ai trouvé, d'un seul coup, j'ai compris. C'est-à-dire, ça dit quelque chose de très profond de notre monde. On enferme la personne dans l'immédiateté de son ressenti, et là, vous êtes enfermé. Et donc, ça permet de comprendre ce que je parle. C'est-à-dire que dans notre temps, il y a tout ce délire complètement abstrait sur la sérénité. Donc on parle de la sérénité, on raconte tous ces trucs complètement barrés, que si on est angoissé, c'est notre ego et toutes ces conneries. Donc évidemment, ça n'a aucun rapport à la réalité. Donc ça fait rêver, mais c'est hors champ du réel. Et dans le réel, on est enfermé dans ce qu'on éprouve, sans aucune possibilité d'en sortir. C'est-à-dire, il n'y a pas la moindre interstice. Si on annonce que le restaurant est fermé, il faut poser la personne en essayant même...
si elle peut hurler un peu fort pour montrer qu'il se passe quelque chose, vraiment je suis en colère, donc ils ont peut-être interrogé plusieurs personnes et puis gardé après la personne la plus en colère pour montrer que vraiment il y avait des gens qui étaient en colère. Et alors, qu'est-ce que ça dit? Évidemment que les gens ils sont en colère. Mais est-ce que le seul rapport, c'est d'être enfermé dans ce qu'on ressent à un moment donné? C'est-à-dire, si vous m'insultez, je vais être blessé. Mais est-ce que le fait que je sois blessé, il n'y a que ça? Et là, la sérénité, vous voyez, là, quand on l'a laissé tomber, cet immense écrasement délirant, abstrait, la sérénité, on comprend que comment on fait pour prendre de la hauteur, comment on fait pour ne pas se laisser aller, comment on fait pour essayer de rebondir, comment on fait pour faire quelque chose de la situation. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de la situation? Je me souviens, une fois, il y avait... j'avais regardé Frédéric Lenoir à la télévision. Il était pendant les grèves. Donc, on passe des gens pris dans le couloir du métro, mais vraiment, c'est insoutenable. Je ne sais pas si vous souvenez. Pour ceux qui n'habitent pas Paris, vous ne pouvez pas imaginer l'horreur que ça peut être. Vous ne pouvez même pas rentrer sur le quai. Donc, il y a des barrières, parce que vous êtes là comme du bétail, c'est juste... Donc on monte ça, et on dit, qu'est-ce que vous pouvez dire alors, Frédéric Lenoir, en quoi la sagesse peut nous aider dans cette situation-là? Et qu'est-ce qu'il peut dire? Vous êtes coincé, c'est-à-dire la possibilité que... C'est-à-dire, on est enfermé, et soit il y a un truc tout de suite qui fait qu'on va bien, soit il n'y a rien. Mais la sérénité, c'est comment, dans la vie, on travaille avec les situations. Mais là, ça demande la patience d'un travail. Donc, vous voyez, il n'y a pas... Le mensonge, c'est qu'il n'y a pas de fin à l'inquiétude. Un être humain est dans une inquiétude profonde. Et qu'au fond, la sagesse, c'est ça. Quand on pense, qu'est-ce que dit Socrate? Ce que vous allez dire là, Fabrice, il délire quand même son truc. Mais quand on dit, qu'est-ce que dit Socrate? Socrate, il est dans l'inquiétude du début jusqu'à la fin de sa vie. Il vient créer de l'embarras. On le compare à un temps, vous voyez, l'insecte qui pique les gens, à une torpille dans les textes de Platon. C'est vraiment, en gros, celui qui vient mettre de l'inquiétude là où on était calme. C'est ça la philosophie. Mais ni Jésus ni le Bouddha n'ont prétendu... Enfin, le Bouddha, et la première chose dont il parle, c'est la vérité de la souffrance. Donc on ne peut pas dire qu'il... Le Bouddha, il a quand même les pieds sur terre. Il commence pas par dire « je vais vous donner un truc, et puis vous n'allez plus jamais souffrir ». Il dit « il y a une vérité, c'est la souffrance ». Donc quand même... Et le Christ, c'est exemplaire l'ouverture qu'il a à la douleur et à la souffrance, et pas à culpabiliser ceux qui ont mal. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez? Proust, dans Le Temps retrouvé, dit « On ne guérit d'une souffrance qu'à condition de l'éprouver pleinement », qui est une phrase, qui a du bon sens. C'est-à-dire, c'est pas en fuyant, en s'élevant, en cachant, je ne sais pas quoi, mais c'est comment on l'éprouve. Qu'est-ce que ça veut dire éprouver? Ça, c'est la question. C'est ça la question de la sérénité. Comment j'éprouve ce qui est difficile de telle manière que j'ai un rapport plus libre avec elle, que j'en sois moins écrasé, que je sois moins enfermé dans cette situation? Comment j'ouvre un rapport qui transforme la chose? Oui, ça donne envie. Ça, c'est réel. Ça, c'est concret. Et comment on fait? Voilà, c'est ça la question. J'espère que vous arrivez à suivre, parce que là, il faut essayer, si on veut aller plus loin, ce que je vous propose de faire ce soir, là, on bute sur une vraie difficulté. Il y a une difficulté qui fait qu'on bute, c'est qu'est-ce que ça veut dire éprouver quelque chose. Et là, on bloque parce qu'on ne sait pas trop, parce qu'on est prisonnier par
une opposition, c'est soit je suis passif, soit je suis actif. Et donc, éprouver une souffrance, on a l'impression que c'est passif. On a l'impression que c'est une forme d'acceptation au sens d'un renoncement. On est prisonnier là-dedans. C'est-à-dire que pour d'une tas de raisons qu'il faudrait essayer d'explorer, nous croyons aujourd'hui que soit je suis passif, et c'est vraiment pas bien, soit je suis actif et je fais quelque chose. Mais dans la vie, c'est pas si clair. Et que peut-être que la sérénité, c'est de découvrir un autre rapport entre ces deux points. Et peut-être que la patience, être patient, savoir attendre, indique un chemin d'un autre rapport. Par exemple, quand vous allez chez le médecin, vous êtes un patient. Vous n'êtes pas passif, mais vous êtes un patient. Mais si vous subissez passivement un traitement médical, c'est monstrueux. Et là, il y a tout un rapport entre le médecin qui vous voit, qui vous reconnaît, et vous. Donc, et là, ça permet de comprendre ce que c'est la patience. Ça ouvre un rapport. Le problème de la patience, donc, c'est que on la met du côté de la passivité, ce qui est une erreur, et donc il faut essayer de bien se libérer de l'idée fausse de la patience. Et l'idée fausse de la patience, Nietzsche en parle très bien, il parle de l'âne qui porte son fardeau, incapable, de manière docile, incapable de dire non. Donc c'est pas de cette patience-là dont on parle. C'est-à-dire on porte son fardeau sans rien dire, c'est la résignation complète. C'est pas ça la patience. Il faut essayer de comprendre une patience qui n'est pas se blinder, mais qui est ouvrir une relation réelle à ce qui se passe. Par exemple, je pense que pour l'attente d'une femme enceinte, une femme enceinte qui attend un enfant, elle n'est pas passive, mais elle n'est pas active. Voyons, là, je pense que c'est un exemple qui permet de comprendre la chose. Elle n'est pas passive, elle fait plein de choses pendant qu'elle est enceinte pour accueillir l'enfant, pour l'écouter, pour le rencontrer, pour cheminer avec cette transformation qui la travaille. Mais en même temps, donc elle ne fait pas rien, mais en même temps, elle ne fait pas vraiment quelque chose. Mais elle fait tout ce qu'il faut pour laisser quelque chose se faire, vous voyez ? Et au fond, peut-être que ça nous ouvre une piste extrêmement éclairante. Quand on reçoit une porte dans la tronche, on ne peut pas tout de suite, si on est juste dans la réaction, c'est pas ça la sérénité. Ça, c'est aveugle. La sérénité, c'est comment on a une certaine patience pour nous permettre de rencontrer ce qui se passe dans la situation qui nous conduit à que la porte soit fermée, et comment on peut faire à partir de là pour que quelque chose se déploie. Et c'est la femme enceinte, elle se met en rapport à quelque chose de complètement inouï. Et il nous faudrait avoir rapport à nos emmerdes comme la femme enceinte avec son enfant. Vous voyez, c'est pas du détachement, c'est une confiance profonde. C'est une confiance au plus profond, au sens le plus profond du terme. C'est une confiance dans l'attente de l'enfant. Et vous voyez, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de trouver une technique pour s'en sortir, il s'agit de trouver un autre rapport. Il s'agit d'une attente qui reste quelque chose d'ouvert. C'est un rapport au possible. J'aime beaucoup cette phrase de Cézanne à Gasquet. L'artiste n'est qu'un réceptacle de sensations, un cerveau, un appareil enregistreur, parbleu, un bon appareil, fragile, compliqué, surtout par rapport aux autres. Mais s'il intervient, s'il ose, lui chétif, se mêler volontairement à ce qu'il doit traduire, il y infiltre sa petitesse. L'œuvre est inférieure. Toute sa volonté doit être en silence. Ouais, c'est très beau. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose qui n'est pas du tout un renoncement, parce que Cézanne, c'est le sommet de la puissance créatrice. Mais c'est la puissance créatrice en tant qu'elle ouvre un rapport réel. Oui, c'est très simple. Comment on ouvre un rapport réel à quelque chose ?
Et ça demande voilà, de sortir du actif, passif, je fais rien, je fais quelque chose. Et c'est ce déplacement qui est absolument salutaire. Et c'est ça la sérénité. La sérénité, c'est un déplacement très profond qui donne de l'allant, de l'intelligence, qui ouvre des possibles là où on n'en voyait pas. Et je crois que c'est ça qu'il nous faut réussir à penser. Si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Donc vous posez des questions si vous êtes dans la salle et aussi sur les réseaux sociaux. Bonsoir Fabrice. En t'écoutant parler, je me suis dit en fait, déjà les gens, ils n'ont pas envie d'être énervés ou angoissés ou tristes parce qu'on préfère être joyeux, on préfère que tout aille bien. Donc du coup, on essaie vraiment de passer d'une expérience à l'autre. Mais en t'écoutant parler de patience et d'attente, je me dis en fait, c'est peut-être lié aussi au fait qu'on ne nous a jamais appris ça. Et du coup, par exemple, si on est angoissé, on se dit, bon, il ne faut plus être angoissé. Et c'est toujours, voilà. C'est noir et blanc. C'est ça. Oui et non. Il faut que ça change d'un tout à l'autre. Il n'y a pas du tout de nuance. Il n'y a pas du tout de... C'est toujours une polarité, en fait. C'est très juste. C'est très, très juste. Au fond, la sérénité, c'est tous les passages et les couleurs entre le noir et blanc. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment difficile. C'est qu'on est coupé de ça. Et donc... Et puis tu le décris très bien. On est angoissé, on est tout de suite en faute d'être angoissé. C'est juste, mais c'est juste dingue. Parce qu'au fond, des fois il faut que l'angoisse elle passe, mais des fois l'angoisse elle vous dit quelque chose. Des fois l'angoisse elle est très intelligente. Des fois vous êtes angoissé parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Des fois l'angoisse, vous êtes angoissé parce que... je dis souvent ça, mais des fois vous êtes angoissé parce que vous sentez à votre boulot que quelqu'un vous veut du mal. Et le fait que vous soyez angoissé, c'est un signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois, la peur est un signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois, la colère, elle est complètement légitime, il y a quelque chose qui est complètement injuste. Et des fois, elle n'est pas juste. Et des fois, elle est juste, mais il faut quand même essayer de la transcender pour aller de l'avant. Et là, avec le tout blanc, tout noir, on est impuissant. On est coupable et impuissant. C'est ça qu'il faut réussir. On est coupable, impuissant, et on est coupé de toute la force, la puissance, l'ingéniosité, qui nous permet de toutes les couleurs et les nuances entre le noir et le blanc, qui nous permettraient de trouver un chemin. Et voilà, c'est exactement, c'est frappant. Mais des fois, je me dis, on se sent peut-être pas toujours. C'est pas toujours une question de culpabilité. C'est que c'est évident qu'on n'a pas envie d'être angoissé. C'est désagréable, c'est inconfortable, oui. Et donc on nous a pas non plus appris ça, qu'on peut écouter ça, en fait. Tout de suite, donc, parfois peut-être pas coupable, mais justement, on ne nous a pas appris, automatiquement, c'est négatif, en fait. C'est clair. C'est pour ça que j'aime tellement la musique. Donc, on veut se débarrasser. C'est pour ça que j'aime tellement la musique. Parce que dans la musique, il n'y a pas une musique qui est uniquement, tout le temps, joyeuse. Ça n'existe pas. Toute musique a des moments joyeux, des moments sentimentaux, des moments tristes, des moments poignants, des moments heureux. Une musique, ça n'existe pas. Et donc, peut-être juste quelques musiques de fanfare, mais sinon, toute musique porte en elle l'entrelacement, et c'est beau. Et c'est ça qu'il faut apprendre, c'est qu'il y a quelque chose de beau de reconnaître ce que c'est une existence humaine. Et on ne nous a pas appris, parce voilà, c'est inconfortable, il faut s'en débarrasser. Et vouloir s'en débarrasser, c'est la manière de souffrir davantage. En plus, c'est ça qui est frappant, c'est plus je veux être positif, pire je vais aller. Parce que ma positivité me coupe de la possibilité de transformer ce qui m'arrive. Et donc, et c'est ça qui fait qu'on est très fragile et très malade aujourd'hui. Je relisais
feuillet d'hypnose de René Char, qui est un des plus grands, un des plus beaux livres de poésie qu'on a écrit en France au XXe siècle, qui sont les textes, les fragments qu'il a écrits pendant qu'il était dans la Résistance. C'est un texte très beau, et il dit ça à un moment. « Si l'absurde est maître ici-bas, je choisis l'absurde, l'antistatique, celui qui me rapproche le plus des chances pathétiques. » Je trouve que c'est très beau. « Si l'absurde est maître ici-bas, je choisis l'absurde, l'antistatique, celui qui me rapproche le plus des chances pathétiques. » Pathétique, le pathos, ce qui m'émeut, ce qui me touche, ce qui me... C'est ça le pathétique. Donc c'est ça, je me laisse atteindre par la vie. Et donc, je choisis ce qui n'est pas statique, je choisis de me laisser atteindre par la vie. Et ça, c'est ça qui fait qu'il s'engage dans la résistance. C'est ça qui fait que... C'est ça la poésie. C'est ça la dignité d'un être humain. La dignité d'un être humain, c'est pas de s'enfermer dans un bunker pour essayer d'être zen. C'est de s'approcher le plus des chances pathétiques. Et il dit bien chance pathétique, c'est magnifique, parce que c'est la chance aussi d'être touché. Vous piquez une colère, c'est horrible, vous en voulez, mais vous avez aussi la chance d'être touché par quelque chose de vrai, quelque chose de réel, qui peut vous emmener en avant, qui vous ébranle. Il y a un mouvement de la vie, il y a un bouillonnement de la vie, qui essaye aussi de prendre en vue, qui a à voir avec le désir, avec l'engagement, avec le fait d'être touché. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, il y a une question sur les réseaux sociaux, sur ta page Facebook, Fabrice. C'est Damien qui demande comment peut-on entrer en rapport réel avec une émotion ? Comment différencier l'action et la réaction ? C'est ça la question en entier ? C'est les deux questions qui se suivent. Redis-moi les deux dans l'ordre. Comment entrer en rapport réel avec une émotion ? D'accord, donc on va d'abord faire ça. Ça, c'est difficile, et c'est pourquoi ça c'est difficile aujourd'hui, parce qu'on nous a privés de ça. Quand vous écoutez... je ne sais pas comment c'était avant, mais en tout cas, nous, on est privés de ça. Quand on est enfant, il ne faut pas se mettre en colère. Mets-toi pas en colère. Sois sage. Il ne faut pas sentir ça. Donc on n'a pas du tout appris la grammaire des émotions, l'écoute des émotions, la rencontre des émotions. Et ça, je crois que ça nous handicape très profondément. Et je pense aujourd'hui que la méditation qui se présente dans une perspective de calmer les gens participe de quelque chose de très négatif et dangereux, à mon sens. Nous avons besoin d'apprendre à rencontrer nos émotions et à faire la distinction entre ce qui est profondément, pathétique, au sens c'est-à-dire l'émotion en tant qu'elle nous porte à quelque chose, et là où elle nous enferme. Elle nous enferme. Vous voyez, c'est tout à fait intéressant. La restauratrice qui est en colère, elle est atteinte par quelque chose, c'est très beau. Ce qui est embêtant, c'est comment la télévision l'enferme dans ce qu'elle ressent. Mais le fait qu'elle soit en colère, c'est très beau. Mais on ne peut pas en rester là. Il faut entendre tout ce qu'il y a derrière. Son amour de son métier, le souci de ses employés, le souci de son métier. Enfin, et qu'est-ce qu'elle peut faire de ça ? Vous voyez, c'est ce déploiement qu'est la vie humaine. Et là, moi, en tout cas, ça m'a conduit, ce que dit Damien, à repenser très profondément la méditation. C'est-à-dire, n'entendons pas ce que je dis comme une critique de ce qu'est la méditation aujourd'hui. Enfin, si, c'est une critique, mais pas de quelqu'un qui... Mais je fais cette critique parce que je me la suis fait à moi-même. Je me suis rendu compte qu'il fallait, dans la méditation, de manière absolument décisive et centrale, apprendre à entrer en rapport à ses émotions. Et c'est ce que je présente quand je transmets la méditation, et c'est ce que je présenterai dans le cours que je vais faire autour de ces questions-là, que je ferai en visioconférence
à partir du 24 novembre. Sur les réseaux sociaux, vous verrez toutes les informations sur ce cours, parce que je me rends compte qu'il est temps qu'on a besoin de pratiques très efficaces pour nous aider à travailler avec cette difficulté première. C'est-à-dire, là, il y a des choses qui nous bloquent, et il faut réussir à aller outre et trouver cette force, et trouver cette manière d'entrer en rapport. Et après, la question suivante de Damien, c'est le rapport entre action et réaction. Et au fond, la réaction, c'est la précipitation sans attente. Et l'action juste, au fond, elle se fait d'elle-même, parce qu'on est en rapport au réel, on est en rapport à la situation. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais là, c'est un tout petit peu, comment on pourrait dire, ça dessine le chemin, mais c'est que la carte de géographie. Il faut faire le chemin pour vraiment voir à quel point c'est profond. Mais là, il y a un changement de régime. On réagit, et puis d'un seul coup, on rentre dans un autre régime parce qu'on a rencontré la chose, parce qu'on a cette sérénité. Au fond, l'action véritable, elle vient d'une découverte d'une forme de sérénité. C'est à partir de la sérénité, c'est-à-dire à partir d'une vraie sagesse. Et sérénité, quelqu'un m'avait posé la question, j'avais promis que je répondrais. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a posé sur Facebook la question, mais est-ce que c'est pas contradictoire que je m'intéresse à la sérénité après avoir dénoncé le fait d'être calme dans Foutez-vous la paix? En fait, Foutez-vous la paix, c'est très important. C'était une étape. Il fallait montrer l'importance de se foutre la paix par rapport à la manière dont on est pris par une pression de ce néolibéralisme psychique qui nous écrase. Donc il faut se foutre la paix et laisser tomber le calme. Mais je trouve essentiel, et particulièrement aujourd'hui, d'avoir quand même une forme de sérénité, qui ne soit pas un abandonnement, mais qui soit une mise en mouvement. Et donc de ce point de vue-là, je pense que ça se complète. On se fout la paix, et après, une fois qu'on respire, on peut commencer à entendre qu'il y a une forme de sérénité qui nous permet de nous engager dans la réalité. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, il y a une autre question de Angel qui dit on me dit que je dois prendre du recul, ce qui m'énerve énormément. Comment répondre à ce genre de réaction de l'entourage ? Pourquoi vous voulez que je tue en moi la vie ? Pourquoi voulez-vous que je tue en moi le feu qui m'anime ? Voilà ce que je répondrai. Pourquoi le jour où tout le monde sera lisse, et donc quand tout le monde sera comme un robot, franchement, on va s'emmerder. Donc, bien sûr, il y a une manière de prendre de la hauteur plus que du recul, mais prendre de la hauteur qu'est la vraie sérénité. Mais ça ne se déploie qu'à mesure que j'accepte de rencontrer la manière dont le réel m'ébranle. Et personne n'a jamais rien fait, elle peut dire ça aussi Angèle, personne n'a jamais rien fait de grand dans la vie sans être profondément atteint par les choses. Ouais. Votre enfant est malade. Si vous prenez beaucoup de recul par rapport à ce fait, peut-être vous n'allez pas du tout le soigner et que vous allez droit à la catastrophe. Heureusement que ça vous atteint et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez voir un premier médecin, il vous dit tout va bien, et vous sentez avec votre au fond de vous, non, il y a un truc qui ne va pas. Heureusement que vous n'avez pas pris trop de recul, c'est essentiel. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Fabrice. Je voulais te demander. Je voulais te demander la chose suivante. J'étais en train en t'écoutant de me dire que finalement
y a deux sortes, justement, ce qui est dénoncé, c'est l'absence de capacité à entrer véritablement en relation avec ce qui nous blesse, avec nos fragilités. Et avec nos forces en même temps, parce que ça c'est très Et nos important, forces. tu me permets de dire quelque chose, en se coupant, en ne voulant pas rentrer à ce qui est difficile, qu'on traverse, on se coupe aussi de nos propres forces, de notre propre créativité, donc on est impuissant. Oui. Et je me disais, finalement, ceux qui... y a les deux attitudes contraires à ce que tu dis, c'est soit effectivement, non, je ne dois pas faire état de quoi que ce soit, je dois être parfait, je dois être calme. Et puis je me disais, mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire beaucoup de gens qu'on peut côtoyer qui sont en permanence dans la plainte. C'est ça que je décrivais. Et la plainte, c'est pas être en relation avec sa souffrance. En réalité, c'est dénier sa propre souffrance. Les gens qui passent leur temps à se plaindre, en réalité, est-ce qu'ils ne sont pas complètement coupés de leur propre souffrance, Oui. en disant je suis malheureux, je suis ceci, mais ça en reste au stade de la plainte permanente et enfermante. Tout à fait. Et peut-être parce que justement, il n'y a pas cette véritable relation à la souffrance qui finalement enferme ces personnes dans la plainte permanente. C'est ce que je disais avec l'exemple de la télévision. On enferme la personne dans son ressenti. C'est horrible. Dans le livre, j'ai dit, il faut se plaindre quelques minutes. Je pense que c'est très important. Quand vous avez quelque chose de gros sur le cœur, vous parlez à un ami, 5 minutes, vous vous plaignez. Après, on sent mieux. Mais si vous plaignez tout le temps, vous vous coupez ce que tu dis est tout à fait juste. Pour le dire autrement, on se coupe de la possibilité d'aller de l'avant. On se coupe de ce que j'appelle la sérénité. Donc tu as raison, c'est parce qu'on n'entre pas en rapport au phénomène, et du coup on se coupe de la possibilité de transformer les choses, d'aller de l'avant. Je pourrais résumer ce que j'ai dit, le chemin en 4 étapes. Premièrement, on accepte que ça fait mal, on est touché, on rencontre sa peur, on rencontre ce qui se passe, d'accord, j'ai mal. On rencontre son cœur, la dimension pathétique, quelque chose nous touche. Deuxièmement, on ne baisse pas les bras. On se redresse. On sent, il y a ce geste de confiance que je parlais à propos de ce que ça veut dire attendre. Donc l'attente, ce n'est pas l'attente de l'âne qui ne peut pas dire non, qui porte son fardeau, c'est une attente qui est une confiance, qui rentre en rapport. Donc on accepte que ça fait mal, mais au lieu d'être découragé, là on convoque quelque chose. On ne baisse pas les bras, on est en rapport à une forme de dignité. On n'a pas honte d'avoir mal, on n'est pas gêné d'avoir mal. Et troisième étape, on regarde un peu mieux. On s'ajuste à ce qui se passe. On regarde le phénomène, on entre en rapport au phénomène, on explore ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et votre enfant est malade, d'accord, il est malade. 2, je me redresse, je ne vais pas baisser les bras. 3, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Comment je peux interroger ? Mais qu'est-ce qui se passe ? On essaie d'interroger davantage. Et là, on évite l'abstraction, les généralités, les justifications. On est beaucoup trop abstrait. On accepte qu'on ne sait pas. Et donc, dans la troisième étape, ça passe par, donc, je reprends, on est touché, on se redresse, et on regarde davantage. Et en regardant davantage, on fait l'expérience qu'on ne sait pas. Et là aussi, c'est gênant. On aimerait mieux savoir, mais c'est en acceptant qu'on ne sait pas qu'on va pouvoir savoir. Vous écrivez un texte, vous trouvez le texte n'est pas bien, il y a un truc qui ne va pas. D'abord, voilà, c'est ça. Vous acceptez, il y a un truc qui ne va pas, vous ne vous découragez pas, vous dites, mais j'ai confiance, ne renonçons pas. C'est facile de dire, ah non, je suis trop nul, j'y arriverai pas, ou c'est pas si grave. Non, je ne baisse pas les bras. Et après, mais pourquoi ça grince ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, on interroge. Donc on accepte de ne pas savoir. Mais là, du coup, on entre en rapport à la chose. Et voilà. Et là, il y a une réponse qui va venir. Et les gens me disent, mais comment ? C'est ça où je suis tétanisé, terrorisé. C'est ça que je raconte. Donnez-moi une réponse. Mais non, justement là, c'est en regardant ce qui se passe, en interrogeant, que, sans garantie absolue, mais qu'il y a de fortes chances qu'un chemin apparaisse. Ah oui, peut-être si je reprends comme ça va marcher. Peut-être c'est ça qui se passe. Et après, 4e point, là il y a la vraie sagesse pratique. Et ça, c'est un très gros morceau.
nous ne savons plus ce qu'est la sagesse pratique. Mais dans la vie, c'est ça qui est quand même au cœur. Moi, ce qui m'intéresse dans la philosophie, c'est la sagesse pratique. C'est pas ce délire de devenir comme des momies auxquelles nous invitent les stoïciens. Mais c'est une sagesse pratique, par où je m'engage, et comment je fais attention, et comment la sagesse pratique implique plein de finesse et une habileté. Il y a une habileté, il y a une sagesse pratique et pas une sagesse théorique, donc qui accepte une habileté. Et là, il y a à être habile pour se débrouiller. Donc, reprenons, vous recevez une porte dans la tronche, quelqu'un vous a dit non, quelqu'un vous fait un sale coup. 1, ça fait mal, tant mieux, ça veut dire que vous êtes humain. 2, vous baissez pas les bras, vous avez confiance, vous allez pouvoir faire quelque chose. 3, qu'est-ce qui se passe vraiment? Vous regardez à neuf, vous explorez, en acceptant de ne pas savoir, d'attendre, et parfois il faut attendre un peu, et après, une fois que vous commencez à voir, vous trouvez la manière d'agir de manière juste, de manière... Et là, on peut dire proprement efficace. Je ne suis pas contre l'efficacité, je suis contre l'efficacité terrorisante, mais je suis pour une vraie efficacité. Pour que ce soit clair, quand je vais voir un médecin, j'ai très envie qu'il soit efficace. J'ai aucune envie d'avoir un médecin pas efficace. Mais la manière dont on veut que le médecin soit efficace aujourd'hui, c'est la meilleure manière pour qu'il ne le soit pas. C'est-à-dire, on le chronomètre, on vérifie qu'il ait rempli tellement de dossiers sur son ordinateur, que l'écran est entre lui et moi, et que la dimension clinique passe à l'arrière-plan, que tout doit être fait dans des trucs dans des protocoles biochimiques, on fait les examens avant même de rencontrer la personne. La dimension relationnelle commence à passer à l'arrière-plan. Donc là, c'est plus du tout efficace. La vraie efficacité, elle est dépendante d'une sagesse pratique, et la sagesse pratique, elle n'est pas du côté de la certitude. Et notre monde étant obsédé par la certitude et la sécurité, est en train de mettre en danger la sagesse pratique, qui est une sagesse qui est obligatoirement en rapport à une situation donnée, à un moment donné, à un temps donné. Et c'est ça qu'on est en train de... Les protocoles n'est pas la sagesse pratique. Et l'obsession du protocole est en train de tuer l'intelligence. Un prof qui enseigne à des élèves, il n'enseigne pas de la même manière, tous les jours, à tout le monde de la même manière. Selon les jours, la situation, les élèves, son état d'humeur, il doit adapter ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est la vie. Et voilà, à mon avis, ce qui est le chemin de la sérénité. Et ça me semble vraiment exaltant. C'est bon? Est-ce qu'il y a une dernière question? Qui a une question? Dans la salle, il n'y a plus de questions. Et il y a encore une question sur les... Alors, on a une nouvelle question de Catherine Brocard sur ta page Facebook, Fabrice. Elle demande pourquoi les angoisses semblent être mieux appréhendées dans les situations graves que dans les situations moins graves, où on peut être submergé. Parce que dans les situations graves, on n'a pas le choix. On sait qu'il faut y aller. On sait que le réel nous demande quelque chose. Et que dans les situations moins graves, on a beaucoup moins... On est coupé de la dimension du réel, de savoir qu'on a quelque chose à faire. Donc on est enfermé dedans. Et c'est pour ça que du coup, on voit bien que ça donne une clé. La question est très juste, c'est pour ça que ça donne une clé. La clé, c'est comment ne pas rester coincé en entrant dans ce qui se passe, dans le réel, dans la situation. Ben voilà, je suis très content et très, très content de pouvoir partager avec vous ce travail, vous voyez, qui est un travail assez... on arrive à des choses très simples, mais ça demande beaucoup de... Je trouve que c'est... de tous les sujets que j'ai présentés ces dernières années, je trouve que c'est ce qui demande un travail le plus d'orfèvre. Il y a un vrai travail d'orfèvre pour arriver à déminer comment on est tout de suite coincé. Mais je crois que nous avons besoin de trouver une sérénité pour faire face à la situation que nous rencontrons. Et devant
l'intérêt que suscitent ces questions et ce qui me semble vraiment l'urgence que je sens de ces questions, je vais poursuivre l'exploration de cette question de la sérénité. Et donc, je ne serai pas là mercredi prochain, mais dans 15 jours, je reviendrai. Et jusqu'en décembre, j'explorerai, pas toutes les semaines, mais presque toutes les semaines, mais je l'indiquerai, j'explorerai plein d'autres facettes. Donc on aura par exemple une séance sur pourquoi le stoïcisme c'est la catastrophe, parce que là j'étais un peu rapide, et donc on explorera de différentes manières, semaine après semaine, comment retrouver une sérénité concrète qui nous aide. Ben, merci beaucoup de votre attention, et à dans 15 jours. Non, mais non.